Chapitre 3. Escapade nocturne. 23 heures. Ça ne lui laissait même pas une heure. Il devait y aller. Tout de suite. Oui, mais aller où? Lui demanda soudain cette part de lui-même qui restait à peu près lucide. Le petit bois derrière la grange vers l'entrée des gorges. L'entrée des gorges? Il les voyait. Elles étaient à 2 kilomètres d'ici, à la sortie de la ville, après le nouveau lycée. Et le petit bois et la grange. Après le lycée, il y avait l'IUT, puis le nouveau stade, mais un bois. Comme il relisait une fois encore le message, pour s'assurer de n'avoir rien omis, dans l'état de surexcitation où il se trouvait, le doute s'insinua peu à peu en lui. Qui avait écrit ces mots qui le narguaient sur l'écran du Cosmosaure? Il n'y avait aucune signature, pas le papa qui marquait chacun des messages précédents. Pourquoi son père, si c'était lui, n'aurait-il pas signé son message, surtout après ces 14 années? Et si ce n'était pas son père, qui d'autre? Personne, en dehors de lui, ne connaissait cette adresse mail. Quelqu'un à qui il l'aurait divulgué? Mais pourquoi, dans ce cas, une telle personne aurait-elle attendu 14 années pour se signaler? Et pourquoi ce rendez-vous nocturne, dans ce bois qui n'existait pas? Il voyait très bien l'emplacement maintenant, mais c'était celui du stade, pas d'un petit bois. Alors quoi? Tournant et retournant les mots du message dans sa tête, essayant en vain de trouver une logique à tout cela, une preuve que c'était bien son père qui lui écrivait, il faisait les 100 pas dans sa chambre, évitant d'instinct les armées de créatures fantastiques, tordant et détordant ses doigts, ses yeux revenant régulièrement se poser sur le carré luminescent de l'écran LCD pour se prouver qu'il ne rêvait pas. Le mail n'avait pas disparu, ou changé d'un iota, et aucun autre n'était venu le compléter. Ça n'avait pas de sens. Après 14 ans de silence, où il avait espéré, tous les soirs, que se produise très exactement ce qui arrivait maintenant, il recevait un message sans signature qui lui demandait de se trouver dans un lieu qui n'existait pas. Il se figea. Un lieu qui n'existait pas, ou qui n'existait plus? Bien sûr, murmura-t-il. Son père avait disparu voici plus de 14 ans. Quelques mois avant que la Telcorp n'installe son site d'extraction et que la ville ne connaisse sa croissance phénoménale. Et il y avait 14 ans, il n'y avait, après le camping municipal, aucune construction de ce côté-ci de la ville. Ce petit bois, il s'en souvenait très bien à présent. Un grand bosquet au milieu d'un immense champ, pas très loin de la rivière. Un endroit où on pouvait se cacher si on n'avait pas envie d'être vu. Il y avait une sorte de clairière au milieu et un grand rocher. Il venait souvent y jouer, Charles et lui. L'endroit précis où on avait édifié le stade. Était-ce un code pour éviter de divulguer à quiconque d'autre aurait pu regarder ce message, l'endroit où il devait se retrouver? Le stade? Il y avait plus discret. Cette question en a mené une autre. Pouvait-il faire confiance à ce message? Quelqu'un n'aurait-il pu pirater l'adresse? Ou la découvrir? Et lui jouer un sale tour? Après tout, il y avait des tordus partout. On les avait bien mis en garde au collège, puis au lycée, sur les maniaques et prédateurs urbains qui pouvaient vous piéger via Internet. Mais un tel prédateur aurait choisi une proie plus raisonnable qu'un garçon d'1,85 m et 76 kilos, qui, à défaut d'aimer se battre, savait se défendre quand il le fallait, et possédait une allonge redoutable. Il avait quelques ennemis au lycée, capables de tourner des coups tordus, mais aucun d'assez brillant pour craquer sa messagerie et lui monter un tel canular. Il fallait donc accepter que ce mail vienne de son père. Le cœur battant la chamade, des larmes de bonheur affleurant ses paupières, le souffle court, il passa en revue ses possibilités. Devait-il ouvrir la porte de sa chambre,
pour avertir Patrick et lui demander de l'accompagner au rendez-vous? Lucas doutait que ce soit la bonne solution. Son oncle avait beau être cool, il n'aurait certainement pas encore digéré la sortie qu'il venait de lui faire. Lucas imaginait déjà ses arguments, sa fameuse logique. Avec un peu de chance, il refuserait de le croire. Ou se persuaderait qu'il avait bricolé l'ordinateur pour lui monter un canular. Une fois encore, il était injuste. Patrick ne réagirait pas comme ça. Son regard revint se fixer sur l'écran où le tentaient les lettres noires qui semblaient se déformer pour lui dire « Vas-y, mais vas-y, qu'est-ce que tu attends ?» Non, Patrick ne réagirait pas comme ça. Mais il ne foncerait certainement pas tête baissée non plus. Il pèserait d'abord le pour et le contre, tergiverserait, perdrait un temps précieux, un temps que Lucas n'avait pas. 22h20. Avant même qu'il n'ait conscience de prendre sa décision, Lucas, demandant déjà pardon à Patrick pour ce qu'il allait faire, se dirigea vers son siège, rafla son blouson, l'enfila, empocha son portable et, pour faire bonne mesure, une torche à LED, petite mais puissante, qu'il conservait dans un des tiroirs de son bureau. Il extirpa du même tiroir un étui de cuir qu'il assujettit à sa ceinture. Création d'un artisan ami de son père pour accueillir le layol à manche de corne et à la lame damassée dont Franck ne se séparait jamais. Mis à part le jour où il avait disparu, comme s'il avait su qu'il ne reviendrait pas et qu'il le léguait à son fils. Lucas l'avait récupéré, bien sûr, et y vouait, outre sa valeur intrinsèque, un attachement particulier. Il était de toutes ses aventures, comme un talisman. S'il l'avait abandonné ce soir, c'est qu'il savait qu'on l'en aurait soulagé si on l'avait pris avec. Ainsi équipé, il était prêt à affronter la Telcorp tout entière. La première chose à faire, cependant, c'était de quitter cette maison sans que Patrick s'en rende compte. Pas si facile. Sa porte était close. Patrick ne pourrait entrer, et donc savoir qu'il avait mis les voiles. Même s'il montait à l'étage pour l'interroger à travers le battant, le silence le convaincrait seulement qu'il refusait de lui répondre. Mais Lucas ne s'inquiétait pas outre mesure. Ce n'était pas dans les habitudes de son oncle de venir en remettre une couche une fois la dispute terminée. Il attendrait le lendemain que les choses se soient tassées et commencerait une nouvelle journée comme si rien ne s'était passé. Restait à gagner le rez-de-chaussée, déverrouiller la porte de sa chambre, et donc il s'approcha de la grande fenêtre, l'ouvrit. La fraîcheur nocturne lui sauta au visage. On n'était encore qu'en avril, et ici, à 650 mètres d'altitude, malgré le printemps précoce, la température tombait vite dès le coucher du soleil. Il se pencha à l'extérieur, observa la façade, 2 étages à descendre jusqu'au gazon du jardin. Heureusement pour lui, il y avait le lierre qui grimpait à l'assaut du mur et montait jusqu'au toit. Patrick parlait régulièrement de le couper, mais d'une part il aimait bien le lierre, et d'autre part, il ne suffisait pas de le couper, mais ensuite de l'arracher, décaper le mur et refaire la peinture. Il avait reporté, et le lierre, fort heureusement pour Lucas ce soir, était encore là. Seulement le lierre en question, il fallait l'attraper, car il ne rampait sur le mur qu'à 1 mètre de la fenêtre. Lucas lança un nouveau regard vers le bas, 6 mètres environ jusqu'au jardin, pas vraiment de quoi avoir le vertige, mais suffisamment pour se casser une jambe, les 2, voire un peu plus, si on était vraiment malchanceux. Et puis au diable, il n'était pas pétochard. C'était son père qui l'attendait au bout de l'aventure, son père qu'il rêvait de retrouver depuis plus de 14 ans. Avant de passer à l'acte, il lança un dernier regard vers sa chambre pour voir s'il n'avait rien oublié. Sa main palpa sa poche pour s'assurer qu'il avait bien les clés de l'entrée. Parfait, il était la clé. Il s'approcha de la porte en se traitant d'idiot et saisit la clé qui saillait de la serrure. Il aurait été malin, s'il voulait rentrer discrètement tout à l'heure, d'être obligé de remonter par la façade, ce qu'il n'était pas sûr de pouvoir accomplir, si tant est qu'il réussisse à descendre. En fournant la clé dans sa poche, il gagna à nouveau la fenêtre ouverte. Il monta sur le rebord,
sortit la tête, le buste, regardant en bas. Ça paraissait encore plus haut. Se déplaçant sur la corniche en béton et s'accrochant des mains à celle de l'étage supérieur, il progressa lentement vers la gauche et la coulée de lierre. Parvenu tout au bout, il tendit une main, le plus loin possible, pour plonger ses doigts entre les feuilles et agripper les branches grimpantes. En vain, il lui manquait une vingtaine de centimètres. Il allait falloir se pencher, jouer le tout pour le tout. Au bord du vide, 2 étages au-dessus du gazon, il se demanda s'il n'était pas en train de perdre les pédales. Mais la vision de l'écran lumineux et de son message s'imposa à lui et balaya ses doutes. Et puis merde, tant pis. Il se lança en avant, tendit les 2 mains, et alors qu'il commençait à tomber, les plongea au plus profond des feuilles vertes pour enfin sentir les épaisses vrilles monter à la conquête du béton. Il les agrippa, ses mains dérapèrent. Un fugitif instant, alors que ses doigts tentaient désespérément de trouver une vraie prise et s'écorcher contre le végétal coriace, il crut que son sort était scellé et que Patrick le retrouverait demain matin, fracassé au pied de la maison. Il griffa, chercha, happa avec l'énergie du désespoir et resserra sa prise autour d'une des plus grosses tiges. Alors qu'il se rabattait entre les branches, dans un bruissement de feuilles dérangées, il craignit que son support, soumis à trop forte traction, ne s'arrache du mur et ne l'entraîne dans sa chute. Mais une fois encore, il se trompait. Immobile, tel un gecko surpris tentant de se confondre avec son environnement, il tendit l'oreille au bruit de la demeure. Rien, si ce n'étaient ceux montant du salon, des éclats de voix s'exprimant en anglais. Ou Patrick avait dû reprendre le visionnage de son film, ou il l'avait laissé se dévider lors de leur arrivée. C'était parfait. Il entreprit donc de descendre le plus silencieusement possible. Se collant au mur, autant qu'il le pouvait, il parvint à hauteur du premier étage, tout près des grandes baies vitrées du salon, d'où filtrait la lumière de l'immense écran plat. Se faisant un instant l'effet d'être un singe agrippé à sa liane, il lança un regard à l'intérieur pour voir Patrick qui lui tournait le dos, assis dans le canapé, une tasse de thé à la main. Ah non, c'était John Carter, un de leurs films préférés, le genre à vous réconcilier avec le cinéma et le grand spectacle. Pas ce soir, tonton. Qu'il fasse le moindre bruit, comme par hasard au moment pile où un grand silence se faisait dans le film, Patrick se retournerait et le découvrirait. Conscient d'être terriblement visible, il s'empressa donc de poursuivre sa descente et, dans sa précipitation, commit une erreur. Sa main attrapa-t-elle une tige moins solide que les autres? Manqua-t-elle sa prise? Il sentit tout à coup la branche à laquelle il se raccrochait céder avec un craquement sec et un bruissement de feuilles. Il tomba, pour se recevoir 2 mètres plus bas, sur le gazon. Sûr que Patrick avait entendu, et qu'il verrait d'une seconde à l'autre une des fenêtres s'ouvrir à l'étage et son oncle se pencher à l'extérieur, il contourna l'angle du mur en emportant avec lui la branche fautive. Là, collé au béton, le cœur martelant ses côtes en un tam-tam furieux, il attendit. 30 secondes, 1 minute, rien. Lâchant sa branche brisée, il traversa le jardin, ouvrit le petit portail et fila. La plaine des Jeux, vaste espace gazonné et parsemé de balançoires, tourniquets et autres attractions pour enfants, sur lesquels il se souvenait avoir passé tant d'heures accompagné par un Patrick tout crispé qui n'en finissait plus de l'inciter à la prudence, de peur qu'il ne se fasse mal, s'étendait devant lui sur 500 mètres jusqu'aux berges de la rivière. À droite, un peu plus loin, parmi les arbres, se devinaient les cubes trapus de l'ancien collège. Immobile dans la nuit silencieuse, ses yeux s'accoutumant à l'obscurité ambiante, il tira son portable de sa poche pour consulter l'heure sur le cadran luminescent. 22h30, ça allait être juste. Il n'avait jamais aimé courir, mais ses longues jambes le portaient vite, et ce fut d'une foulée souple qu'il s'élança en direction du nord. Il eut tôt fait de dépasser les bâtiments de l'ancienne piscine municipale découverte, la plus sympa, qui fonctionnait encore du 15 juin au 1er septembre.
puis l'office de tourisme, le mini-golf, où chaque station représentait un monument ou un site remarquable de la région. Son préféré, quand il était gosse, et qu'il tannait Patrick pour l'amener, était le viaduc de Garabit. Il fallait faire monter la balle jusqu'au viaduc et la faire traverser. Ça nécessitait un savant dosage de force et de dextérité qu'il n'aurait pas été sûr de posséder encore maintenant. Et puis, il avait découvert les jeux vidéo. Sans ralentir, il passa devant l'école, les commerces, fermés à 7 heures, mis à part un bar où s'attardaient quelques étudiants de l'IUT, dont certains traînaient dehors en grillant leurs cigarettes, dont Lucas voyait les points incandescents rougeoyer devant leur visage. Il y avait à peine 14 ans de cela. À cette heure-ci, en cette saison, il n'aurait pas croisé un qui-vive en traversant toute la ville. Mais depuis l'arrivée de la Telcorp, puis la création du lycée, de l'IUT, l'implantation des entreprises qui ne cessaient d'affluer, la 4 voies, le TGV, l'avion, la population était passée de 2000 à plus de 20 000 habitants et continuait d'augmenter. Ce n'était pas encore ce qu'on pouvait appeler une grande ville, mais les bâtiments poussaient comme des champignons dans une forêt de grues multicolores, grimpaient à l'assaut des montagnes ou en direction de la vallée, et avaient englouti le bosquet où son père lui avait demandé de le retrouver. Il bifurqua vers la droite pour emprunter la promenade qui longeait la rivière et menait du centre-ville jusqu'au lycée, à l'IUT et au stade. À cette heure, il ne devrait pas y croiser grand monde. Par mesure de précaution, et pour masquer ses traits, il sortit la capuche de son blouson et la rabattit sur sa tête. Il avait conscience de ne pas paraître très rassurant, mais il s'était suffisamment distingué ce soir sans en remettre une couche en s'introduisant dans l'enceinte du stade. Il ne croisa personne sur la promenade, si ce n'est un couple d'étudiants très amoureux qui, pelotonnés sur un banc, ne lui accordèrent aucune attention. Il dépassa les bâtiments flambant neufs, tout de verre et d'acier de l'IUT. À cette heure tardive, seules quelques fenêtres étaient encore allumées. Il l'avait à peine contourné qu'il découvrait la forme arrondie du stade se détachant sur fond de montagne. Là aussi, la Telcorp, qui avait financé l'édification du bâtiment, n'avait pas regardé à la dépense et avait employé un architecte de renom. Le résultat était à la fois élégant, original et fonctionnel. Et, comme il se devait, le stade possédait tous les équipements les plus modernes. Du pain et des jeux, avait un jour maugré Patrick, alors qu'il passait devant le chantier. La Telcorp avait compris, comme nombre d'autres avant elle depuis bien longtemps, que pour avoir la paix, il fallait distraire ses sujets. Pour l'heure, ce n'était pourtant pas ce genre de pensée qui occupait l'esprit de Lucas, alors qu'il traversait le parking en se rapprochant du bâtiment, mais le moyen d'y entrer. Pourquoi y entrer? Il ne savait pas au juste. Après tout, son père, s'il revenait dans la région après une longue absence, ou s'il venait de s'évader de quelque endroit où on l'aurait retenu, l'aurait certainement attendu devant le bâtiment, et non pas dedans. Mais il avait beau lancer des regards à droite et à gauche alors qu'il traversait les places vides, dans la lueur orangée des réverbères, il ne distinguait aucune silhouette, même dans les recoins d'ombre, sous les tilleuls étiques qu'on venait de planter 3 ans auparavant quand on avait terminé le parking. Seul au milieu de ce grand espace vide, il se sentit soudain un peu ridicule de s'être ainsi rué hors de chez lui sur la foi d'un message dont il ignorait jusqu'à l'auteur. Un autre coup d'œil circulaire, non, aucune voiture ni personne ne s'approchait. Il sortit à nouveau son portable de la poche. 22h57. Plus que 3 minutes. Le message disait bien à 23h environ. Mais dehors ou dedans? Si son père ignorait l'existence du stade, il arriverait dehors. Mais s'il avait fait sciemment mention du bois pour induire des lecteurs indésirables en erreur, peut-être l'attendait-il justement dans le stade, pour être sûr que personne ne les verrait. Il s'était arrêté dans l'ombre d'un des guichets que n'atteignait pas la clarté des réverbères et hésitait. Entrer dans le stade n'était pas un problème. Il l'avait fait plusieurs fois avec Charles, pour assister à un spectacle ou un concert qu'il n'avait pas les moyens de s'offrir.
Mais violer une fois de plus ce soir la propriété de la Telcorp, c'était quand même chercher des ennuis. Seulement, l'emplacement du bosquet que lui désignait le message se trouvait très précisément à l'intérieur du stade. Il se souvenait que la construction du bâtiment avait soulevé un certain nombre de réactions de la part d'associations de protection de l'environnement qui protestaient contre la destruction de ce biotope naturel. Des associations qui avaient bien vite été réduites au silence. Dans la région, s'élevaient contre la Telcorp et les amateurs de rugby pour la sauvegarde de 3 écureuils et 2 hérissons, c'était vouloir empêcher la terre de tourner. Le bois avait donc disparu, remplacé par le gazon du stade. Ce qui l'incitait à se dire que le rendez-vous devait être à l'intérieur. Dans le doute, il attendit quelques minutes de plus, ne cessant de surveiller les alentours pour voir si aucune silhouette furtive ne s'approchait d'ombre en ombre à travers le parking. Mais il avait beau scruter, encore et encore, d'un côté à l'autre, rien ne venait animer la grande esplanade vide. Tirant encore une fois son portable de sa poche, il le consulta. 23 heures. Et toujours personne. Alors même qu'il rangeait son téléphone dans sa poche, une lumière sur sa droite attira son attention. Il releva la tête pour découvrir les phares d'une voiture qui approchait, là-bas, sur la rue menant à l'IUT. Les battements de son cœur s'accélérèrent. C'était l'heure exacte. Si cette voiture venait sur le parking, ce ne pouvait être que lui. La gorge nouée, il suivit le déplacement des phares, retint son souffle quand la voiture parvint à hauteur de l'entrée du parking, s'y engagea. Elle allait s'arrêter. Il verrait la porte du conducteur s'ouvrir et la haute et puissante silhouette de Franck sortir. Que ferait-il alors? L'appellerait-il? Se mettrait-il à courir vers lui en criant « Papa » Peu importait. Il faisait déjà un pas pour sortir de l'ombre quand la voiture tourna dans le parking. Il découvrit les gyrophares et la carrosserie blanche frappée du sigle bleu, blanc, rouge et des mots « Police municipale ». Il se replia précipitamment alors que le 4x4 opérait un large demi-tour et repartait par là même où il était venu. Une voiture de patrouille qui faisait sa ronde. Ravalant sa déception, il attendit que la lueur des phares arrière ait totalement disparu à l'autre bout du parking, puis de la rue, pour se détendre un peu. Il n'avait rien à se reprocher, mais on aurait pu lui demander ce qu'il faisait là, seul, à une heure pareille. Une fois encore, il leva son portable devant ses yeux. 23h10. Personne ne viendra. Ce message est un canular, une sale farce que quelqu'un t'a faite, lui susurra une petite voix dans sa tête. Non, murmura-t-il entre ses dents serrées avec un regard de défi à la nuit et aux ténèbres. Personne d'autre que son père, sa mère et lui ne connaissaient ce mail. Personne. Mais alors pourquoi n'est-il pas venu? Parce que le rendez-vous était à l'intérieur. Il en était sûr maintenant. Si ça se trouvait, son père l'attendait de l'autre côté de ses murs et s'impatientait. Peut-être, ne le voyant pas venir, s'apprêtait-il à quitter le stade, à repartir d'où il était venu. Peut-être Lucas était-il en train de perdre la seule et unique occasion de le retrouver. Cette pensée emporta ses derniers doutes. Se retournant d'un bloc, il bondit de toute la force de ses jambes. Au sommet de son saut, il agrippa le rebord en béton du toit. Mesurer 1,85 m à 17 ans n'avait pas que des inconvénients quand il s'agissait d'attraper des choses en hauteur. Les pots de Nutella cachés en haut des armoires, par exemple. Mais tracter un morceau tel que lui n'était pas une sinécure. Ce fut en haletant qu'il se jucha sur la guérite. Décidément, Patrick avait raison quand il lui reprochait de ne plus faire assez d'exercice. Il ne fallait pas qu'il reste là. Assis sur ce toit, seul dans cet immense parking, il était tout sauf discret. Il s'était déjà fait prendre une fois, il n'avait aucune envie de recommencer. Il ne pensait pas qu'il y avait un veilleur de nuit pour garder le stade, mais des fenêtres de l'IUT, juste de l'autre côté du parking, on pouvait facilement le remarquer et téléphoner à la police. Il s'assit au bord du toit et sauta. Il se trouvait à présent juste à l'extérieur du stade. Après avoir lancé un regard alentour, pour s'assurer qu'il n'y avait personne, il s'élança vers la droite, s'approchant le plus possible du bâtiment pour se noyer dans son ombre. Suivant la base de l'édifice,
Il passa devant plusieurs portes de fer surmontées de grillages interdisant l'accès aux escaliers, closes, bien entendu. Il ne s'était pas attendu à autre chose, mais vérifia néanmoins, au cas où une bonne fée ait décidé de lui simplifier la vie. Cette fois, les fées devaient être en vacances. Il ferait comme prévu, ce serait juste un peu plus long. Il avait presque parcouru la moitié de la circonférence du stade et commençait à désespérer, quand enfin ses yeux tombèrent sur ce qu'il cherchait, les conteneurs à ordures. Sans prendre le temps de souffler, il en saisit un et remercia sa bonne étoile quand il constata qu'il était vide. Les roulettes faisaient un bruit d'enfer. Il serra les dents, conscient que, dans le silence qui régnait sur le quartier, on devait l'entendre à des kilomètres. Peu importait, il était trop tard pour reculer. Il poussa donc son conteneur jusque devant une des portes et s'y jucha. Ayant gagné un bon mètre, il ne lui resta plus qu'à sauter et agripper de justesse, au-dessus de la grille, le rebord de l'escalier intérieur qui conduisait au gradin. Une fois encore, il se hissa à la force des bras avant de basculer dans l'escalier, soufflant et ahanant. Il fallait vraiment qu'il reprenne une activité physique. Il tira une nouvelle fois son téléphone de sa poche pour fixer l'écran d'un regard fiévreux. 23h20. Il ne sera plus là. Il se redressa et s'élança vers le haut des escaliers. Il eut au fait d'avaler les quelques marches le séparant du sommet et déboucha au milieu des tribunes. Là, il s'arrêta, saisi par l'atmosphère irréelle qui se dégageait de ce grand stade désert, abandonné à l'ombre et à la nuit. Autour de l'ovale de gazon, les gradins, vides et silencieux, s'élevaient rang après rang comme un décor dont on aurait retiré les acteurs. Alors qu'il observait de tous ses yeux, cherchant, fouillant sur les tribunes, le terrain, oui, même dans les loges des commentateurs, il réalisa que, ici, comme sur le parking, il était seul. Aucune silhouette puissante ne l'attendait sur le gazon impeccable, pas plus qu'aux places des spectateurs. Soudain, dressé là, solitaire, ses espoirs anéantis, ceux de ce petit garçon qui, tout au fond de lui, rêvait encore de revoir son père, il sentit sa force, cette persévérance, cet entêtement à rechercher la vérité, envers et contre tout, à conserver intacte cette ultime braise, le quitter. Fixant ce grand espace vert qui s'étendait devant lui, sous le ciel sans nuages, dans la clarté pâle de la lune, il se sentait vide et triste comme jamais il ne l'avait été depuis l'instant où, guidé par la main de Patrick, il avait jeté la première poignée de terre sur le cercueil de sa mère. Dans un état second, il s'avança, descendant les degrés jusqu'au premier rang. Là, il s'assit, ou plutôt se laissa tomber, comme si ses jambes refusaient de le porter davantage, ou que le fardeau qui pesait sur ses épaules était soudain trop lourd. Longtemps il resta immobile, à fixer l'étendue verte que la lune délavait de sa lumière blanche. Prenant sa tête dans ses mains, il demeura prostré, incapable de verser ces larmes qu'il sentait pourtant monter à ses paupières. Il expulsait les sanglots silencieux qui secouaient sa poitrine. Seul, il était seul, rescapé d'un navire échoué, sans but ni raison de vivre. Il se rendait bien compte maintenant combien futiles avaient été ses recherches, ses tentatives obstinées, cet espoir déraisonnable, celui de retrouver son père et avec lui la vie que le destin lui avait volée. Patrick et les autres avaient raison. Il avait refusé de voir la vérité en face. Il s'était réfugié, sa mère et lui, dans le déni. Et à présent, elle aussi était morte, vraiment morte, et ne reviendrait pas. La réalité, brutale, concrète, s'imposait à lui alors que se brisaient ses derniers rêves d'enfant. Mais au fond de son immense, intolérable désarroi, une question résonnait encore. Qui et pourquoi? Ces mots, il ne cessait de se les répéter en silence comme un mantra quand il reçut la réponse, d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée.